Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Fiore Longo. Fiore Longo est directrice pour la France et l'Espagne, je pense, oui, de l'organisation internationale Survival International. Et ça fait quelques années que je suis le travail réalisé par cette organisation de défense des peuples autochtones. Parmi ces peuples autochtones, il y a aussi des gens qui sont des pêcheurs. Et souvent, les gens sont à la fois chasseurs, pêcheurs, éleveurs. Voilà, oui. Ils mélangent ces différentes activités. Et j'ai été impressionné par les rapprochements qu'on pouvait faire entre leur vision de la défense des peuples autochtones et l'action que de l'autre côté on mène pour la défense des droits et des responsabilités des pêcheurs. Elle a participé ce matin à la fin de la matinée et je lui ai posé la question: est-ce que tu te sens un peu dans un autre monde? Elle dit non, je sens qu'on est dans un monde proche. Donc c'est avec plaisir qu'on lui donne la parole. Elle a écrit un livre que je trouve passionnant, que j'ai dévoré en une soirée, qui est bourré d'exemples, qui est aussi un exemple d'analyse très simple. Il y a un très bon résumé d'analyse critique des politiques qui sont menées à l'échelle internationale pour la protection de la nature. Le livre s'appelle « Décoloniser la protection de la nature » et ma foi, je m'y suis retrouvé tout à fait. Merci. Bonjour. Comme Alain disait avant, je travaille pour une association qui s'appelle Survival International. Depuis 50 ans, nous luttons pour les droits des peuples autochtones. Comment nous luttons, et je vais vous dire ça pour expliquer mieux les propos de cette présentation, nous essayons de changer l'opinion publique. Donc, nous pensons qu'il y a beaucoup de crimes commis contre les peuples autochtones, compris aussi le racisme, ils ont racines ici chez nous. Donc c'est à nous de changer notre manière de voir. Et dans ces démarches, on a une campagne qui s'appelle « Décoloniser la protection de la nature » qui essaye précisément de changer la protection de la nature, la manière dans laquelle la protection de la nature se fait. Avant, il y a quelqu'un qui a fait une intervention, le messieurs juste en face, et s'est posé la question qu'est-ce qu'on protège avec la protection de la nature et à qui on protège et contre qui. Et c'est à ces questions qu'on va essayer de répondre en analysant qu'est-ce que ça veut dire la nature pour les personnes qui écrivent les politiques de protection de l'environnement et qu'est-ce que ça veut dire la nature pour les gens, par contre, qui la vivent la nature, qui n'habitent pas, comme moi, à Paris. Donc, je vais commencer par une image que j'imagine que vous connaissez, sinon il y a un problème dans l'éducation publique française. Cette image, c'est une photo très connue et célèbre défilé pendant la libération de Paris, août 1944. Pourquoi on commence notre histoire avec cette image? Parce que je voudrais vous expliquer ou essayer de vous transmettre les pouvoirs des images. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler seulement des politiques, on va parler de nos imaginaires. Et comme je l'ai dit, des imaginaires des gens qui écrivent les lois sur la protection de la nature et qu'est-ce que c'est la nature. Donc, juste pour vous donner un exemple du pouvoir des images et comment elles agissent dans notre vie réelle, je vous prie cette image parce que cette image, elle est très célèbre en France, mais aussi elle a eu des conséquences énormes jusqu'à aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes ont vu cette image dans les livres de l'école. Et ce qu'on peut dire d'un côté, c'est que c'est une image vraie. Donc, dans le sens qu'il y avait un vrai photographe qui a fait cette photo et il y avait les chars et les troupes françaises qui défilaient aux Champs-Élysées. Et ça, c'est vrai. Par contre, cette image, c'est aussi les produits d'une production. Et c'est là où les images deviennent politiques. Donc, les images ne sont pas neutres. Même les photographies ne sont pas neutres. Elles sont des choix politiques. Parce que l'histoire derrière cette image nous parle d'une page un peu plus sombre de la libération française. Donc, selon les archives historiques, quand le général de Gaulle discutait avec les Américains, les généraux américains et anglais sur le rôle de la France dans la libération de France et de Paris, à un certain point, les Américains ils ont décidé que la France il aurait pu avoir un rôle dans cette libération et les premières unités entrées dans Paris auraient pu être des unités françaises, mais à une condition.
que les 100% des troupes, soi-disant françaises, soient blanches. Or, Charles de Gaulle avait un grand problème, parce qu'au moins les 60% des troupes françaises étaient des personnes issues des colonies, qui n'étaient pas blancs. Ce n'étaient pas des personnes blanches. Donc Charles de Gaulle décide de nommer l'unité, la fameuse très célèbre 12e blindée, qui était dirigée par le général Leclerc, parce que c'était la seule unité dans toute l'armée française qui pouvait être transformée en une unité 100% blanche. En laissant par terre, donc au Maroc, où Leclerc se trouvait, les 25% de ces unités marocaines. Et donc, pour compléter les fils des troupes, ils ont décidé d'utiliser des soldats portugais et espagnols. Cette image qu'on voit ici, vous allez voir, il n'y a pas des personnes, si vous regardez bien, il n'y a pas il n'y a pas du tout des personnes noires. C'est une image de la libération de Paris, une image blanche, d'une libération blanche, qui, bien sûr, cache le rôle essentiel que les troupes issues des colonies ils ont eu dans la libération de la France et dans la libération de l'Europe aussi, parce que c'est pas seulement... et c'est ça la raison pour laquelle les Américains ont décidé de créer ces mythes de la libération blanche, c'était aussi pour perpétuer le ségrégationnisme aux États-Unis. Cette image a eu des conséquences énormes, parce que cacher le rôle essentiel de ces troupes a fait si que la majorité de ces personnes qui sont combattues pour la France soient renvoyées chez eux, déprivées de leur uniforme et déprivées des pensions de guerre. Cette image continue aussi à vivre dans notre imaginaire. Et je vous parle de cette image, ça a un pouvoir politique énorme, parce que ça a eu aussi un rôle sur la colonisation et aussi sur notre politique immigratoire. Parce que cette image que je vais vous montrer là, c'est aussi une image construite, comme l'autre. Et comme l'autre image, dans cette image ici, aussi les personnes non blanches ont été enlevées de la photo. Cette image qu'on voit, c'est une photo réelle, donc aussi un vrai photographe a fait une vraie photo d'un paysage qui aussi c'est très connu et très célèbre dans le monde. C'est les Serengeti, des plaines fantastiques, magnifiques, qui sont un endroit incroyable, au nord de la Tanzanie. Par contre, cette terre, c'était la terre ancestrale des éleveurs pastoraux Maasai. Ce sont des personnes qui habitent avec leur bétail, elles font paître leur bétail partout dans les plaines. Ils ont été expulsés en 1969 par les colonisateurs britanniques. Cette image, on la voit partout, dans les documentaires, films, dans nos livres, partout. Et on a l'impression que c'est une image réelle, mais c'est une image dans laquelle les gens qui habitaient ont été expulsés. Cette image aussi, j'imagine que vous la connaissez, ou quelqu'un d'entre vous, c'est le film Le Roi Lion. C'est pas une image vraie, c'est pas une photographie, mais c'est un film qui a été inspiré par un endroit qui existe vraiment au Kenya, the Hellgate National Park. Et dans ces parcs aussi, les Maasai ont été expulsés dans les années 80. L'image réelle qu'on voit quand il n'y a pas eu des modifications de production, c'est cette image-là que vous voyez, c'est moi qui l'ai pris. Ça, c'est juste derrière les Serengeti, à côté des parcs naturels. Et on peut bien voir qu'on a des maisons Maasai, donc ils sont un nom, des vaches et les zèbres. Donc on a les animaux sauvages, on a des animaux domestiques et on a des personnes. Par contre, quand je vais vous montrer l'autre image, je vous ai dit c'est une image politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces images ne restent pas seulement de la curiosité personnelle. Donc je vous montre cette image et ça c'est l'image réelle. Les images ont un impact sur la vie des personnes parce qu'ils façonnent notre manière de voir pour nous qui on est très loin et de comprendre la réalité. Et ça c'est le type de conséquences que je vais vous montrer en vidéo qu'on peut avoir à cause de ces images.
Cette vidéo m'a été envoyée par un ami Maasai l'année dernière, en juin 2022. Les Maasai sont en train d'être tirés dessus par la police et les forces armées tanzaniennes parce qu'ils sont censés laisser leur terre ancestrale juste à côté des Serengeti que je vous ai montré avant, dans un endroit qui s'appelle Loliondo. Et la raison, c'est précisément les images que nous sommes faites du Serengeti. Quand j'ai parlé avec les propriétaires des hôtels, qui sont pas loin de Loliondo, ils m'ont dit les touristes, ils viennent ici pour voir la nature sauvage, les animaux sauvages. Ils ne veulent pas du tout voir les vaches des Maasai. Ça les dérange. Donc le gouvernement a décidé d'expulser 100 000 Maasai de leur terre pour faire une zone de protection, de conservation de la nature, des chasses aux trophées pour la famille des Émirats arabes unis et des touristes de luxe pour les touristes occidentaux. Je vais vous montrer des autres images. Ça, c'est les bassins du Congo selon les WWF. Et ça, c'est toujours dans la page de WWF, dans la partie des menaces sur les bassins du Congo. Et la représentation qu'on trouve dans la page de la plus grande organisation de protection de la nature, c'est des gens qui recueillent du bois dans les menaces au bassin du Congo. Les gardes du parc, ils sont considérés comme des héros, des héros comme ça, c'est les mots qu'ils utilisent. Toutes ces images, tout ça nous reporte sur la thématique d'aujourd'hui, qui c'est les colonialistes verts et aussi bleus. Je vais vous parler un peu, je ne suis pas expert, on ne travaille pas beaucoup avec des peuples qui habitent à côté de la mer et qui risquent l'expulsion pour la protection des océans, mais j'étais un peu sur cette thématique, donc on va se concentrer sur les colonialistes verts, mais je vais vous dire, et je vais le répéter ça tous les temps, ça concerne aussi des peuples qui habitent à côté et qui dépendent des océans pour vivre, et aussi des lacs et des rivières. Les colonialistes verts, c'est très clairement, comme expliqué par cette femme Bakwele, c'est qu'elle dit très clair, on est tout au nom de la protection des animaux. Donc c'est un fait, il s'agit du vol de terre, il s'agit des violations des droits de l'homme qui sont commises au nom de la protection de la nature. C'est très similaire au colonialisme, c'est pour ça que plein des professeurs et des personnes, et aussi des activistes, des militants, ils parlent des colonialismes, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il s'agit en général, comme je vous ai dit, d'un type, c'est pas un nouveau phénomène, mais qui est en train de se développer beaucoup plus maintenant à cause de la réelle crise de biodiversité et la crise climatique. Les premiers concepts qu'il faut comprendre pour comprendre qu'est-ce que c'est les colonialistes verts, et la première image qu'on a vue, c'est celle de la nature sauvage. L'idée de wilderness en anglais, c'est d'où vient, c'est des États-Unis qui vient ces concepts. Et c'est l'idée que la nature est une chose totalement séparée de nous, et la nature c'est une chose, c'est des animaux, c'est des plantes, sans personne. Cette idée, bien sûr, ne vient pas des paysans ou des pêcheurs ou des personnes qui habitent dans la nature, elle vient des élites européennes et des élites américaines qui habitaient dans des villes à la fin du 19e siècle. Les premiers parcs naturels de l'histoire, celui de Yosemite et Yellowstone, sont des parcs qui ont été créés aux États-Unis en expulsant les populations autochtones qui habitaient dans ces endroits, avec l'idée des beautés. Donc, ils sont des endroits magnifiques, il faut les protéger, et les peuples autochtones, ils les détruisent. Il faut se mettre dans la mentalité des personnes de l'époque. On est à la fin du 19e siècle, on est dans la deuxième révolution industrielle, on était en train de couper toutes les voies d'Europe, et aux États-Unis c'est la même chose, et de polluer notre continent, et c'est la même chose aux États-Unis. Donc il y a un certain crainte des élites européennes qui habitent dans la ville, que toute la nature soit détruite. Et à la place de mettre en discussion les modèles industriels qui étaient en train de détruire la nature, la solution, c'est de créer des îles de beauté pour que les élites ils puissent aller en vacances ou faire une promenade et avoir les arbres. Les processus industriels, ils ne devaient pas être mis en discussion. Parce que la fin du 19e siècle, c'est aussi les années du darwinisme social et le racisme scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Européens, ils considéraient, les Européens même,
les sommets de la civilisation. La révolution industrielle, c'était un signe que les Européens étaient tellement civilisés qu'ils pouvaient fabriquer des machines et faire plein de choses. Tout le reste du monde était arrière, était primitif. Ce type de racisme, il n'est pas mort, bien sûr. On le voit très bien dans les langages avec lesquels on parle des peuples autochtones, même aujourd'hui, et on continue à considérer leur savoir comme des sous-partitions. Là, j'ai vous mis un article de 2014, c'est un article de la CNN, c'est une chaîne de télé américaine, qui donne un prix à une femme qui s'appelle Lila Hassa, qui a étudié aux États-Unis, la considérant un héros pour avoir transformé les Maasai des assassins des lions en gardiens des lions. Les Maasai qui ont vécu pendant des générations et des générations avec des lions, ils attendaient une femme qui a étudié aux États-Unis pour qu'elle les explique comment protéger leurs lions. Ce type de langage, c'est clair partout. Les populations locales, ils sont assassins, ils sont braconniers, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Par contre, une personne blanche qui va chasser en Afrique un éléphant en payant 45 000 € par éléphant, comme on le voit là, il s'appelle chasseur. Et cet homme, en plus, il était dans les conseils d'administration du WWF, la plus grande organisation de protection de la nature d'Afrique du Sud. Donc, on trouve toujours cette considération qui continue à exister. Donc, ce racisme, comme je vous expliquais, était inhérent. C'était les Européens étaient convaincus que le reste du monde ne savait pas qu'est-ce qu'ils font. Et donc, on trouve la création des premiers parcs naturels. Donc, je vous ai dit, ils sont nés aux États-Unis. Ces modèles, bien exportés à la fin du 19e siècle aussi, donc toujours dans les mêmes années, en Afrique, pendant l'expansion des empires coloniaux. Donc vous savez, à la fin du 19e siècle, il y avait une expansion, donc les Français, les Anglais, les Allemands, les Belges, ils ont divisé l'Afrique. Et à côté de l'exploitation économique, ils décident aussi d'importer et imposer ces aires protégées, ces parcs naturels qui ont été implantés aux États-Unis. L'idée, c'était clair. La population locale, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils ne comprennent rien, ils ne sont pas la science, ils ne sont pas modernes. Donc nous, on sait bien qu'est-ce qu'il faut faire. On va les expulser de ces terres. On va créer des aires de récréation et aussi des réserves de chasse. Parce que nous, bien sûr, on peut continuer à chasser et la population locale, non. Parce que la population locale, il surchasse, il fait du surpâturage, il fait de la surpêche. Nous, par contre, on sait très bien, on est rationnel, on est scientifique, on sait très bien qu'est-ce qu'on fait. Et c'est comme ça que les tigres, ils ont été quasiment portés à l'extinction par la chasse des Britanniques et aussi de l'élite indienne, soutenue par les Anglais, en Inde. Et comme ça, on a aussi plein d'exemples des animaux qui ont été portés quasiment à l'extinction. Par contre, les Européens, ils ne comprenaient pas que c'était eux qui portaient à l'extinction les animaux, ils continuaient à accuser la population locale. Et ils continuent à faire ça. Et ça, c'est la chose la plus étonnante. Je vous raconte cette histoire et on a l'impression que ça s'est passé à la fin du 19e siècle. Mais aujourd'hui, on continue à penser que les populations locales sont coupables. Comme je vous ai montré la photo du WWF, la menace au bassin du Congo, ce n'est pas les entreprises qui polluent, ce n'est pas les industries de déforestation, c'est la population locale qui recueille du bois pour chauffer leur maison. Et quand on regarde, comme je vous ai dit, les images elles ont un pouvoir politique, parce que si nous, on a notre image dans notre tête, on pense que les gens qui habitent là-bas, ils ne comprennent absolument rien, ils sont des primitifs et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. La nature, elle doit être vide, donc tout notre argent pour combattre ce qui vient appeler les braconnages va y aller, et on le voit très bien, à la création des aires protégées et à la gestion des aires protégées et à la militarisation de ces aires protégées. Donc les gardes du parc qui sont censés défendre ces aires protégées de la population locale. Ça, c'est l'argent, donc on le voit bien. C'est une estimation qui a été faite par la Banque mondiale il y a quelques années. Je n'ai pas trouvé des chiffres récents, mais ça va être beaucoup plus élevé parce qu'on donne beaucoup plus d'argent. Mais on a les principaux bailleurs des fonds qui suivent les lignes de la colonisation. Donc aujourd'hui, les grandes puissances qui protègent la nature sont les mêmes qui l'ont détruit. Donc on trouve l'Allemagne, les États-Unis, la Commission européenne, la France elle est là. Donc les Nations Unies et les autres grandes donneurs et bailleurs des fonds. Et on voit très bien où va l'argent. L'argent pour lutter contre la perte
dans ces cas c'est les trafics des animaux sauvages, va à créer plus des aires protégées. Et pourquoi je vous dis que ça c'est négatif pour la population locale? Parce que ces aires protégées sont créées pour protéger la nature de la population locale. Donc, on crée des aires protégées. Moi, je parle surtout en Afrique et en Asie, donc, où je travaille. Et, comme je vous dis, c'est un modèle colonial. Donc, dans plein de pays où il n'y a pas eu de colonisation, c'est différent. Mais en Afrique et en Asie, c'est très clair. Donc, on a des aires protégées. Aucune activité humaine est possible, sauf le tourisme et l'activité scientifique. Et donc, la population locale qui, jusqu'à ce moment, vivait de la cueillette, de la chasse, de l'agriculture soutenable, donc de l'agriculture pour eux, donc pas pour la vente, de la pêche, elle ne peut plus rien faire dans ces territoires. C'est leur territoire, ils sont transformés dans des parcs naturels dans lesquels les touristes, par contre, ils sont les bienvenus. Et en plus, on les militarise, parce qu'il faut la protéger, bien sûr. Les modèles, c'est la population locale, sont des braconniers, ils vont entrer pour chasser les animaux, et donc il faut mettre des militaires pour les empêcher d'entrer. Ces militaires, ils finissent pour tuer des gens, des fois pour violer des femmes, pour faire de la torture, et pour les empêcher de continuer à vivre dans leur terre ancestrale. Il faut savoir que pour les peuples autochtones et pour la population locale, et je pense que ça résonne pour beaucoup d'entre vous, la terre, ce n'est pas seulement un endroit où ils vont faire de la pêche, où ils vont recueillir des choses, ce n'est pas seulement un supermarché. Il y a un lien profond, c'est leur territoire, c'est l'endroit où il y a la sépulture de leurs ancêtres, c'est où ils vont apprendre leurs enfants à qu'est-ce que ça veut dire être partie de ces peuples, c'est leur pharmacie où ils trouvent les plantes médicinales. Donc il y a un lien très profond et sacré avec ces terres. Donc à un certain point, ils se voient empêcher l'entrée, ils sont accusés de détruire l'environnement par ces militaires qui sont payés par nos impôts. Donc ces personnes-là, dans les parcs naturels en Afrique et en Asie, ils ne sont pas payés par les États africains, ils sont payés par les grandes ONG de protection de la nature avec des projets de l'AFD, de la coopération allemande, de la Commission européenne. Donc ce sont nos impôts qui vont là-dessous. Alors, juste pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour la vie de ces personnes, j'ai fait, ça c'est une vidéo que j'ai fait à, c'est bon, hein, à une femme Baka. Les Baka sont des chasseurs-cueilleurs qui habitent de la chasse, donc ils chassent bien sûr pour manger, mais ils ne se chassent pas, donc ils habitent dans ces forêts magnifiques du bassin du Congo, donc cette forêt c'est la plus grande forêt après l'Amazonie, et c'est un endroit riche en biodiversité, parce que les Baka, ils ont géré leur environnement, ils l'ont bien fait, et donc ils savent très bien comment chasser, qui chasser. Les WWF, il a commencé à faire un parc, et donc Paulette, qui c'est la femme Baka que j'ai interviewée, elle nous explique qu'est-ce que ça veut dire pour elle. Pele amele commandé que quoi le me be kwa no pondo le gbe kwa ka me be no pondo commandé ma jokoko o ma amele kwa zami kona denda lipolo ngagwa amango makina pe pele ango ko waja ma me pe po bitige maso pa peke matiti angwa peke ke mboni maso ko ni ma duto nango pele ko wuja. Moi, je trouve particulièrement forte quand elle dit « la forêt, il n'est plus à nous, ils l'ont prise ». Et par eux, elle parle des gardes du WWF qui veulent construire dans cet endroit, comme je vous disais, un parc. Donc, la population locale, ils souffrent de ce type de protection de la nature. Mais est-ce que la nature est plus protégée? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement important les questions de protection de la nature, que c'est une question qu'il faut se poser. Ces modèles est négatif d'un point de vue des droits de l'homme, mais est-ce que ça protège la nature? Or, ce que nous voyons, des études scientifiques démontrent que dans la majorité des aires protégées autour du monde, il n'y a aucun bénéfice d'un point de vue de la biodiversité, qui n'existait pas avant la création,
et que, par contre, ces aires protégées faits avec ces modèles, et je ne parle pas des autres types d'aires protégées qui sont faits, la majorité sont faites avec ce type de modèles d'exclusion, on a une invasion des activités d'extractivisme économique aussi. Donc on a activités minières, extraction de pétrole, mais aussi les touristes de masse. Et ça, c'est pas un exemple négatif, c'est pas quelque chose qui c'est pas bien passé. C'est parti de ce modèle. L'idée donc des aires protégées, une fois finie la colonisation, c'était nous on n'est plus là, qui va gérer ces aires protégées parce qu'eux ils sont pas capables. Donc c'est comme ça qu'est né les WWF, 1960 ans. L'idée c'était de créer des ONG qui puissent donner du conseil aux chefs d'État africains qui viennent d'indépendiser pour pouvoir gérer leurs aires protégées. Et l'idée de base, c'était l'intérêt économique à protéger ces espaces naturels, c'est de les ouvrir au tourisme. Comme ça, il y a plein de touristes qui vont aller, et donc il va y avoir de l'argent qui entre dans les caisses du gouvernement, et le gouvernement va être intéressé à protéger ces aires protégées. Ça, c'était les débuts de la néolibéralisation de la protection de la nature, jusqu'au moment dans lequel les États africains étaient considérés corrompus. On ne pouvait plus les donner rien. Donc, il fallait gérer nous-mêmes, avec nos ONG, ces aires protégées. Donc, aujourd'hui, on trouve que plus ou moins les 70% de tout l'argent qui va à la protection de la nature finit en 5 grandes ONG. Donc, il va plus aux États africains, va directement aux ONG qui gèrent les parcs naturels. Et ils les font avec l'idée de l'économie du marché. Donc, l'idée, c'était de créer des exemples de réussite économique et ouvrir ces aires protégées au tourisme. Un tourisme de masse qui pollue ces endroits, il les détruit, mais aussi détruit la vie des personnes qui habitaient avant, qui sont expulsées, comme je vais vous expliquer. Les Maasai, par exemple, aujourd'hui, risquent leur expulsion après le Liondo qui sont été expulsés. Et les Maasai ont gagné un appel dans la Cour de justice, donc je ne suis pas sûre qu'ils vont être... Je pense qu'ils vont pouvoir retourner dans leur terre, mais ils ont un risque d'expulsion d'un autre endroit qui s'appelle Ngorongoro Conservation Area. C'est l'endroit le plus visité en Afrique, je pense, si je ne me trompe pas, au niveau de concentration des personnes. Et chaque jour, il y a 1250 voitures à l'intérieur du cratère qui passent avant et arrière. Les Maasai, par contre, ils risquent l'expulsion parce que leurs vaches, ils sont accusés de détruire l'environnement. Donc, on a d'un côté un tourisme de masse qui est 250 voitures par jour dans 5 cratères. Vous pouvez vous imaginer l'impact que ça a sur les sols, sur la pollution de l'air. Donc, on a un modèle de protection de la nature qui ne marche pas pour la nature. On le sait très bien. On sait aussi qu'aujourd'hui, on a 17% d'aires protégées dans le monde et la biodiversité donc, est en train de collapser comme jamais dans l'histoire. Donc, on voit très bien qu'isoler un endroit, ça ne sert absolument à rien. Et alors, pourquoi on s'entretient sur ce type de modèles à la place d'essayer d'imaginer des autres types de modèles de protection qui pourraient être plus en lien avec la population locale. Or, ça, c'est une image que nous avons faite, mais il y a récemment eu une enquête, qui c'est beaucoup mieux que ça, une enquête qui vient de sortir, je pense que la semaine dernière, était dans les courriers internationaux, qui démontre, c'est une analyse qui a été faite par des journalistes, que la moitié des conseils d'administration des 4 plus grandes ONG de protection de la nature, y compris les WWF et la WCS, la moitié du conseil, c'est des personnes qui viennent du monde de la finance, donc Goldman Sachs, BlackRock. Nous avons fait cette graphique qui montre comment la majorité des directeurs, donc ça c'est pas les conseils d'administration, c'est beaucoup pire, c'est les gens qui travaillent là-bas, qui sont employés. Des directeurs, des chefs de cette organisation, ils ont travaillé avant, ou ils ont des liens profonds avec les compagnies les plus loin de la planète. Les WWF, aujourd'hui, son président est l'ancien PDG de Coca-Cola. Et dans les années 80, c'était l'ancien PDG de Shell. Donc, on voit très bien que derrière à ce type de protection de la nature, qui consiste à créer des espaces qui sont beaux pour nous en tant que touristes, il y a en fait les tentatives de ne pas mettre en discussion la vraie cause de la perte de la biodiversité, qui c'est l'exploitation des ressources pour profit et notre surconsommation. L'idée de base depuis le début, ça a été jamais de mettre en discussion un modèle industriel et de croissance infinie qui détruit la planète. C'était de créer des endroits où on peut continuer, nous, les personnes qui peuvent payer, à jouir de la nature
une nature qui est dans notre imaginaire. Mais ce n'est pas le rôle de ce type de protection de la nature d'adresser les causes de la perte de la biodiversité. C'est l'opposé. C'est d'éviter que ça arrive. Et ça, on le voit très bien. Il y a un modèle économique derrière qui soutient ce type de conservation de la nature. Aujourd'hui, on se réveille les matins et on voit que Jeff Bezos, qui c'est le plus grand, un des milliardaires très connus, il a créé Amazon. Amazon, c'est une des entreprises la plus polluante de la planète. Et par contre, lui, il donne 5 millions d'euros, comme ça en un jour, à WWF pour protéger les bassins du Congo. Donc, on trouve une totale privatisation du secteur de la protection de la nature qui vise à créer des images, à faire du greenwashing donc à des entreprises multinationales sans remettre en cause, c'est ça les modèles dominants. Pourquoi Jeff Bezos, il a 100 millions d'euros à donner d'un jour à l'autre, du coup, sans mettre en discussion la redistribution des ressources et notre modèle économique. Et on arrive à aujourd'hui, à ce modèle de protection de la nature qui disent qu'il faut travailler avec les grandes entreprises polluantes parce que comme ça, on va les aider à devenir mieux et qui ne critiquent pas ces grandes entreprises polluantes. On arrive à cette proposition, donc la grande proposition pour sauver notre planète, le gouvernement Macron, elle était vraiment poussée par le gouvernement Macron, que c'est la financiarisation de la nature. Donc on va transformer tout en un capital, parce que ça a l'air de bien marcher pour lui. Et donc l'idée que si on met de la valeur économique à la nature, on va la sauver. Et ça, c'est un peu l'idée derrière transformer les 30% de la planète en aire protégée, et dans l'autre 70%, on continue à faire comme si rien ne se passe. Et aussi cette idée, avec ce nom génial, qui s'appelle solution basée sur la nature. Et que ça veut dire vraiment une nouvelle forme de colonisation pour les pays qui ont encore de la nature à défendre. Ça, aujourd'hui, est en train de se discuter, donc sont les très connus, une partie de ces solutions basées sur la nature. Ça ne veut dire absolument rien, mais c'est les crédits de carbone. Et aujourd'hui, on est les 30, donc on est dans la COP 28, qui se passe aujourd'hui dans les Émirats arabes unis. La grande discussion de la COP, c'est de mettre tous les pays d'accord pour créer un grand marché des crédits de carbone. Pour l'instant, et je vous explique quel est le problème. J'imagine que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire la séquestration carbone, mais je vais vous dire très simplement. Ça veut dire que Total ne doit pas réduire ses émissions parce qu'il peut simplement acheter des crédits de carbone dans les marchés, et ces crédits de carbone, ils sont produits par des forêts qui sont protégées et qui donc évitent que le carbone va dans l'atmosphère, ou par la plantation des arbres qui absorbent le carbone. Donc Total, ils se disent, moi je vais continuer à polluer la planète, et après j'achète des crédits de carbone, donc j'aide à protéger une forêt ou je plante des arbres. Et ça concerne particulièrement aussi les pêcheurs, parce qu'un grand débat, tout devient, tout a une valeur. Nos arbres, ils ont une valeur qui peut être cotée dans la bourse, nos océans aussi, et notre mangrove, et des autres choses. Quel est le problème avec ça? Le problème, c'est cette conception du monde qui ont cette personne qui veut tout transformer en marchandise. L'idée de base, c'est que nous, d'un côté, on ne remet pas en discussion notre modèle de vie, et de l'autre côté, on crée et tout le monde doit vivre comme nous, bien sûr, et de l'autre côté, on crée une nature dans laquelle il n'y a pas de personnes, et nous, on peut faire notre projet de crédit de carbone. Le problème, c'est toujours à qui appartient la Terre, où ces projets de crédit de carbone, où ces aires protégées, ils vont être faits. Ils ne vont pas être faits dans les Champs-Élysées, bien sûr, ils vont être créés où il y a encore de l'espace, où il y a encore de la nature. Ce qu'on voit, c'est on est en train de faire des plantations des masses, comme ça, des monocultures, des arbres qui vont être coupés quelques années après qu'ils ont été plantés, donc tout les carbones vont dans l'atmosphère. Ça, c'est un projet de compensation carbone dans lequel les paysans qui habitaient dans cette terre ils ont été expulsés en masse pour faire aussi compenser leurs émissions à les entreprises les plus polluantes de la planète. Ce type de monoculture, il détruit les sols, il absorbe une quantité énorme d'eau, il détruit la biodiversité et il prend feu très facilement. Et donc, tous les carbones, comme j'ai dit, et en plus, il est censé être recoupé après. Ce sont des arbres pour fabriquer des choses, donc ce n'est pas des arbres, des plantes médicinales, des choses comme ça.
Et nous, on s'est concentré sur un projet de crédit de carbone au Kenya, dont je vais vous en parler en seconde, parce que pour moi, ça c'est l'exemple maximal de ce qui peut arriver. Comme j'ai dit, s'il y a la COP28, on se met d'accord sur un marché global, mondial des crédits de carbone, ça veut dire que tous les pays, ils vont être capables de commercer entre eux des crédits de carbone. Et donc la France, par exemple, faut continuer à polluer à travers ces entreprises et simplement acheter ces crédits de carbone dans les marchés. Et le cas du Kenya, pour moi, c'est un peu la synthèse de tout ce que je vous ai dit, donc des aires protégées, du colonialisme. Et donc je vais passer très vite sur ça. Je vais vous parler de ces projets de crédits de carbone qui étaient créés par une association, une organisation de protection de la nature qui s'appelle NRT, Northern Rangeland Trust, et qui a été créée, la ONG, par cet homme qui reçoit les prix du prince Williams, qui s'appelle Ian Craig. Ian Craig a reçu la terre, il habite au Kenya, de ses grands-parents qui l'ont volée au peuple autochtone pendant la colonisation. Donc il occupe une terre qui n'est pas la sienne, et il a créé un ranch donc, avec des vaches. Mais comme ça ne marchait pas, il l'a transformé dans un sanctuaire pour rhinocéros. Et donc les touristes, ils payent beaucoup d'argent pour aller faire un safari touristique chez lui, dans sa maison. Donc lui, il a décidé que cette idée, c'est génial parce qu'il apporte de l'argent. Donc il a essayé de convaincre tous les éleveurs pastoraux qui habitent au nord du Kenya. Alors le nord du Kenya, c'est une région super sèche. Donc et les éleveurs, ils sont obligés à bouger avec leur bétail pour trouver la pluie et pour trouver de l'herbe pour manger, et pour leur bétail. Donc il a essayé de convaincre les éleveurs en leur disant pourquoi vous aussi, vous ne créez pas des lodges pour les touristes dans votre terre et vous mettez des animaux sauvages. Comme ça, les gens ils vont venir à vous voir et ils vont donner de l'argent. Pour faire ça, il faut par contre que vous arrêtez de faire boucher votre vache. Parce que les vaches, selon Ian Craig, ils ont un impact sur les sols et abîment la nature. Le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui parce que vous vous imaginez, les éleveurs pastoraux, ils ne veulent pas des touristes dans leur terre, ils veulent juste faire battre leur bétail. Et lui, il a répondu avec de la violence, comme ça. Donc, il y a plein de personnes qui continuent à être tuées, leurs droits continuent à être violés par NRT. Et chaque fois qu'ils se posent ou qu'ils décident de simplement aller avec leurs vaches dans un endroit que NRT a décidé que c'était une aire protégée. Et le projet maximum, la folie maximum de ce type de modèle, donc on a un modèle dans lequel un ex-colon, une personne qui vient d'une famille de colons anglais qui sont allés là-bas pendant la colonisation, il essaye d'expliquer aux éleveurs pastoraux qui habitent dans leur terre depuis des générations qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la nature. Mais à tout ça, Ian Craig a dit pourquoi pas on fait un projet de crédit de carbone parce que ça va super bien dans ces moments. Or, pour faire un projet de crédit de carbone, il faut montrer qu'il y a quelque chose qui absorbe des carbones de l'atmosphère ou qui les protège. On est dans les nord de Kenya, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et donc, comment il a fait pour montrer ça? Du coup, il nous explique, je trouve ça, ça ne vient pas de l'époque de la colonisation, mais c'est vraiment... Il nous explique qu'ici, continuous grazing, ça veut dire, c'est comme ça, selon lui, que les éleveurs pastoraux, ils font leur pâturage. Donc, ils comprennent absolument rien. Ils font ça depuis des générations, mais ils sont pas trop intelligents. Donc, ils font comme ça. Ils vont d'un côté à l'autre, très désorganisés. Mais grâce au projet de Ian Craig, ils vont apprendre à faire du pâturage. Ils vont le faire de manière circulaire. Donc, on passe d'un côté à l'autre. Chose que, bien sûr, les éleveurs pastoraux, ils font depuis des générations parce qu'ils savent très bien comment le faire. Grâce au fait que NRT et Ian Craig expliquent aux populations comment faire les pâturages, l'herbe, elle va pousser et elle va absorber du crédit de carbone dans les sols. C'est vraiment de la science-fiction. Par contre, ces science-fiction est vendue dans les marchés des crédits de carbone et achetée par les plus grandes compagnies. Par exemple, Netflix, Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, et Kering, que j'imagine que vous connaissez, c'est Gucci et des autres brands italiennes. Et cette compagnie, ils disent, nous, on est en train de compenser nos émissions. Donc, l'idée de base, c'est on met en valeur économique à tout, même à l'herbe qui pousse, même si ça c'est de la science-fiction, on met un prix en arbre, en rivière, et on la vend dans les marchés. Et donc, quelqu'un peut dire, moi, j'ai planté des arbres, je n'ai pas besoin de réduire mes émissions.
Sauf que ce sont des solutions totalement fausses, pour différents motifs et raisons. Dans ces cas-là, les projets même se basent sur l'idée que les éleveurs pastoraux, ils font des choses qu'ils ne font pas. Donc les projets en soi-même sont tous comme ça, ils sont des projets un peu, c'est la folie. Et tous ces projets, par contre, ils vendent des réels, donc ce sont des crédits de carbone qui n'existent pas, mais qui sont vendus réellement dans les marchés, avec un impact énorme sur la vie des personnes, et nous tous, parce que d'un côté, on n'est pas en train de réduire nos émissions, on a l'illusion qu'on est en train de les réduire, et parce que ça, c'est la proposition la plus importante du gouvernement aussi français, mais des plans du gouvernement pour faire face à la crise climatique. C'est les capitales naturelles. Donc, on peut faire de l'argent avec la nature. Et le pire, c'est que le gouvernement Macron veut faire la même chose pour la biodiversité. Donc, ils veulent créer un marché des crédits biodiversité. Donc, moi, j'ai tout un gorille, mais je peux acheter un crédit de biodiversité dans les marchés pour avoir sauvé, je ne sais pas, un papillon en Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment, on est arrivé à un point des folies extrêmes dans laquelle la nature elle-même est là à une valeur économique. Comme si l'économie des marchés, il n'aurait jamais su résoudre un problème, que ce soit un de notre vie. Ce type de projet pour nous sauver de la crise climatique et environnementale est poussé par les plus grandes compagnies et, comme je disais, aussi par les gouvernements français, parmi autres, ce n'est pas seulement Macron. Par contre, toute l'évidence scientifique nous démontre que où les populations locales y sont leurs droits reconnus, on a moins de déforestation et plus de biodiversité. Déjà, les 80% de la biodiversité se trouvent dans des territoires des peuples autochtones. Et ça, c'est pas par hasard, c'est pas parce que Dieu il a mis là, c'est parce que les peuples autochtones, ils gèrent, ils interagissent avec leur environnement, ils font des choses, ils créent ces écosystèmes. Donc, et c'est la même chose, donc c'est pas seulement qu'on a des données sur les peuples autochtones, mais on a aussi des données sur ces projets de protection de la nature qui impliquent la population locale. Ces personnes-là, ils ont vécu pendant des années dans ces endroits, bien sûr, ils les connaissent mieux que quelqu'un qui est assis à Washington, ou à New York, ou à Paris. Donc, ce que nous faisons, c'est faire, comme je vous ai dit, des campagnes publiques pour essayer de changer tout ça, ce type de modèles de protection de la nature qui voient les personnes dans les terrains comme ignorantes, comme superstitieuses. C'est un modèle qui ne marche pas. Les modèles qui envisagent de mettre un prix sur la nature et de résoudre tous nos problèmes à travers de l'argent, ça ne marche pas. On est ici aujourd'hui à parler des crises de biodiversité parce qu'on a marchandisé la nature, parce qu'on a mis un prix à la nature et parce qu'on la consomme pour les profits. Et donc, les mêmes modèles qui nous ont menés ici, elle ne va pas nous sauver. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. Nous faisons des campagnes, nous menons des enquêtes, nous dénonçons ce qui se passe pour changer ce type de vision de la nature. Donc, ça, c'est le vrai bassin du Congo. Ça, c'est une femme qui pratique la pêche au barrage, comme il appelle les bacas. Donc, il fait des barrages des terres dans des petites fleuves. Et comme ça, on peut impressionner les poissons et prendre ce dont ils ont besoin. Ils ne prennent pas tous les poissons, ils prennent ce dont ils ont besoin à la journée. Donc, il faut vraiment essayer de changer nos imaginaires. Et je trouve que ça, c'est urgent. Et ce n'est pas seulement pour les peuples autochtones. Donc, c'est pas ça seulement la raison pour laquelle moi aussi, j'ai fait ce travail. Parce que ce type de modèles de protection de l'environnement, ce type aussi de mentalité arrogante envers les gens qui sont par contre dans le terrain, c'est ici chez nous, c'est financé par nous, et donc c'est à nous aussi d'essayer de l'arrêter. C'est ça. Le temps pour des questions. La grande convention sur les droits des peuples autochtones, c'est la convention de l'Organisation mondiale du travail, 169. Et on a la déclaration des peuples autochtones des Nations Unies. Mais c'est une déclaration. La déclaration, elle n'a aucun pouvoir législatif. La convention, par contre, elle n'était pas signée par la France. Donc, si la convention n'est pas signée et ratifiée, elle ne peut pas être appliquée. Donc, la France, il ne reconnaît pas l'existence des peuples autochtones. Parce qu'il existe un seul peuple, les peuples français. Donc j'imagine que vous le savez bien parce que vous êtes bretonne. Et donc, et ça, en complète violation avec plein de choses, parce que bon, la France, il a aussi la Guyane et des autres endroits où les gens se reconnaissent comme les peuples autochtones, ben, il existe juste des populations. Donc pour la France, il n'existe pas les peuples autochtones dans son territoire. Donc déjà, c'est problématique. Par contre, la dernière chose, c'est qu'il existe une loi, c'est un projet de loi, c'est les premiers projets
au monde qui parle des violations des droits humains et protection de la nature, et c'est fait aux États-Unis. C'est un projet de loi qui a été voté par l'Assemblée, mais pas par le Sénat, donc on attend de cette discussion. Et c'est un projet qui dit clairement qu'aucun projet de protection de la nature peut violer les droits des personnes et qu'il doit demander le consentement de la population qui habite dans cet endroit avant de procéder. Sinon, ils ne vont pas recevoir de l'argent du gouvernement. C'est très clair, mais malheureusement, il y a un lobbying énorme des grandes organisations de protection de la nature pour l'arrêter. La question du lobbying, c'est très important pour les plans législatifs parce qu'on a aussi un phénomène qui s'appelle revolving doors en anglais, donc des gens qui sortent de la politique et entrent dans les ONG. Donc par exemple, Pascal Canfin, que j'imagine vous savez qui est, c'était un ministre français, et aujourd'hui c'est eurodéputé pour La République en marche. Et lui, il était l'ancien directeur du WWF, donc il a laissé la place pour devenir eurodéputé. Donc ce type de connexion politique rend très difficile. Les agendas environnementaux et les lois environnementales sont écrits à Bruxelles ou à Paris par des gens qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe dans le terrain et qui sont ces types de liens entre politique et ONG de protection de la nature. Donc ça, c'est très difficile de faire avancer, malheureusement. Quand je parle des fausses solutions, les problèmes, ce n'est pas seulement pour moi qu'ils ne sont pas en train de compenser et qu'ils nous mentent. C'est le fait qu'ils nous donnent l'illusion d'agir. Je me rappelle quelqu'un qui m'a dit, il y a au moins ça, c'est mieux que rien. Et moi, j'ai dit non, c'est pire que rien, parce que s'il n'y a rien, on est obligé à penser des alternatives. On se dit, non, on n'a rien, il faut faire quelque chose. Mais s'ils nous donnent quelque chose, nous, on a l'illusion que ça marche. Et c'est une illusion très, très claire parce que c'est facile. C'est une solution qui ne demande rien de nous. Nous, on ne doit rien faire, on doit juste payer. Et donc, on ne va pas réduire, on ne va pas changer notre mode de vie. Et donc, c'est normal aussi que c'est une chose facile, elle est là, et c'est une solution facile. C'est comme les solutions. Il y a beaucoup de conversations aujourd'hui sur les technologies qui vont absorber du carbone de l'atmosphère. Toutes ces choses-là, ça implique aucun sacrifice pour nous. Et donc, c'est ça la chose que je trouve la plus dangereuse. C'est pas seulement qu'ils sont pas, techniquement, ils servent à rien. Donc, je pourrais passer toute la journée à vous expliquer comment la majorité de ces arbres, ils sont, comme je vous disais, coupés 12 ans après, donc ça sert absolument à rien. Il n'y a aucune compensation. Une analyse de Guardian, un journal anglais, a démontré que les 94 des crédits de carbone qui sont faits certifiés des projets des forêts, ils ne sont pas en train de compenser rien. Ils ne servent à rien. 94%. C'est une analyse indépendante. Donc ça, on le sait, ça ne sert à rien. Mais pour moi, c'est encore pire que ça. C'est cette illusion qui nous crée. On a trouvé une solution. La solution, ça ne va pas être très facile. Parce que, comme on le disait, c'est des problèmes extrêmement complexes. C'est lié à notre modèle économique, à notre vision de la nature. Et ça ne va pas avoir un jour une personne qui va venir nous dire « Oh, ça va, j'ai trouvé la solution ». La solution à notre problème, ça va être très complexe, ça va être très local, il va y avoir beaucoup de solutions. Et donc, il faut toujours se méfier parce que cette idée, c'est très dangereux. L'illusion qu'il nous donne qu'il y a une chose très facile à faire, c'est la chose plus dangereuse qu'il y a. Moi, je préfère rien. Je préfère aucune solution à une solution qui est une fausse solution. Je vois une évolution des discours. Parce qu'aujourd'hui, on va expulser les Maasai, c'est pas trop bien, sauf qu'on l'a vu l'année dernière. Et donc, les plans des ONG, ils mettent dans leur site web, on travaille avec les communautés. Mon analyse, c'est que pour travailler avec les communautés, ça veut dire les transformer dans une économie de marché. Donc, on a une évolution vers cette idée, on vous inclut, mais c'est pour vous donner des moyens alternatifs de vie, comme si la vie qu'ils faisaient avant, c'était pas bien. On va vous inclure dans des projets de crédit de carbone et vous donner de l'argent pour votre terre. Et moi, je ne la vois pas ça comme une évolution. Et aussi, il faut considérer que quasiment il y a l'opposé qu'une évolution. Parce qu'on a, à cause de la crise de biodiversité, crise climatique, c'est évident. Donc, l'opinion publique européenne, ils mettent beaucoup de pression sur les gouvernements pour faire quelque chose. Et à la place de faire quelque chose, les gouvernements ils font ces projets de crédit de carbone et ça représente une attaque massive. Donc là, les terres des peuples autochtones sont plus que jamais sur attaque. Et donc, pour moi, c'est l'opposé. Donc, je viens de rentrer du Cambodge où les pays entiers étaient transformés en une aire protégée pour vendre des crédits de carbone. Les pays entiers. Et ces crédits de carbone, ils sont censés être faits par ces grandes ONG que je vous parlais, en collaboration avec la population. La majorité d'eux ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un crédit de carbone. Et donc, il n'y a pas de consentement. Donc, il y a
une fièvre, donc une ruée vers les terres qui sont encore des arbres à cause de ces crédits de carbone, c'est fait impossible vraiment qu'on est dans une dynamique d'inclusion parce que l'inclusion demande beaucoup de temps. Et donc au Cambodge, j'ai étudié un projet dans lequel les gens ils reçoivent de l'argent de ces crédits de carbone, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la compensation. Ils pensent, nous on protège notre forêt et ils nous donnent de l'argent. Ils ne savent pas que ça veut dire qu'il y a une forêt de l'autre côté du monde qui était en train d'être détruite. Même si beaucoup des ONG parlent des mettre les personnes autour d'une table, quand on parle des acteurs qui sont tellement différents de nous culturellement, il faut mettre beaucoup d'efforts. La question du consentement se pose énormément. Qu'est-ce que c'est le consentement? Il doit être informé, il doit être préalable, il faut dépendre beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour travailler avec les gens. Ça ne suffit pas de se mettre autour d'une table. Et ça, ces efforts ne sont pas faits. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation.